Nous avons tous entendu parler du soi-disant déluge du 19e siècle. Il semblerait que ce sujet ait été étudié sous toutes les coutures. Des milliers d'hypothèses, des centaines de vidéos de démystification. On pourrait penser, ça y est, tout a été dit. Mais le paradoxe est que plus nous creusons, plus il surgit d'étrangetés et de faits qui refusent catégoriquement de s'inscrire dans l'image habituelle du monde. Et juste au moment où l'on croit avoir trouvé toutes les réponses, une nouvelle porte s'ouvre. Une autre rue où les fenêtres s'enfoncent profondément sous terre, ou un autre navire découvert sous les fondations du quartier des affaires d'une métropole moderne. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange en vous promenant devant des bâtiments anciens ? Pourquoi certains d'entre eux ont-ils des fenêtres, des portes ou même des étages entiers dissimulés sous le trottoir ? Nous avons l'habitude de ne pas y prêter attention, considérant cela simplement comme une bizarrerie de l'architecture ancienne. Mais et si ce n'était pas un choix de conception, mais les traces de quelque chose de bien plus mystérieux caché dans notre passé récent ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère des bâtiments enfouis et tenter de comprendre ce que cachent réellement nos villes. Avant de descendre dans les profondeurs de ce mystère et de commencer à analyser les faits qui dérangent, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime, cela nous aidera à creuser ensemble vers la vérité. La science officielle, les archéologues et les historiens nous proposent plusieurs explications standards pour justifier pourquoi des bâtiments se retrouvent sous terre. On nous dit que les nouvelles villes ont été construites sur les ruines des anciennes. On cite souvent en exemple l'ancienne Troie, où 9 villes ont été bâties les unes sur les autres, chaque couche recouvrant la précédente. On nous parle de la couche culturelle. Prétendument, au fil des siècles, le niveau du sol serait monté à cause des déchets, de la poussière et de la saleté, raison pour laquelle, par exemple, le Forum romain se trouve aujourd'hui nettement plus bas que la rue moderne. Parfois, on mentionne les forces naturelles, les cendres volcaniques, comme à Pompéi, ou les glissements de terrain. C'est l'explication classique des manuels scolaires. Les murs abandonnés s'effondraient, les sédiments comblaient les vides et, finalement, même les plus grands bâtiments disparaissaient sous une couche de terre. Mais ces théories expliquent-elles vraiment ce que nous voyons dans les rues de nos villes ? Des bâtiments relativement récents, construits il y a à peine 100 ou 200 ans, se retrouvent ensevelis jusqu'aux fenêtres. Les villes modernes n'existent pas depuis assez longtemps pour accumuler naturellement des mètres de terre. Les ordures urbaines ordinaires et la poussière peuvent ajouter quelques centimètres en un siècle, mais certainement pas enterrer un étage entier. De plus, si un bâtiment s'enfonçait lentement dans un sol meuble sous son propre poids, nous verrions inévitablement des fissures dans les murs et des planchers déformés. Pourtant, beaucoup de ces structures enfouies sont dans un état structurel parfait. Elles sont simplement uniformément immergées dans la terre. Lorsque l'argument de la couche culturelle commence à s'effriter, les historiens avancent une nouvelle explication. Les fenêtres sous terre étaient initialement destinées à des sous-sols ou des entrepôts. En effet, les architectes du 19e siècle concevaient de petites fenêtres techniques au niveau du soubassement. Mais regardez de plus près, et cette théorie se fissure également. Dans de nombreux cas, ces ouvertures à moitié dissimulées ont exactement la même forme, la même taille et le même style exquis que les fenêtres des étages nobles situés au-dessus. Ce n'était manifestement pas de simples bouches d'aération pour une cave. C'étaient des fenêtres et des portes de taille normale, qui sont maintenant bloquées par le sol. Une question logique se pose. Pourquoi des architectes du monde entier auraient-ils massivement conçu de belles et hautes entrées, ainsi que des fenêtres de rez-de-chaussée, pour ensuite simplement les enterrer ? Pourquoi créer un décor complexe que personne ne verra jamais ? Les explications officielles commencent à susciter de sérieux doutes lorsque l'on voit des voûtes en arc et des encadrements de portes butés contre de l'asphalte massif. On dirait que la rue s'est élevée autour du bâtiment après sa construction, et non que le bâtiment a été construit en prévision d'une vie sous terre. De plus, sur les bâtiments eux-mêmes, on peut trouver d'étranges indices qui laissent les chercheurs perplexes. L'un d'eux concerne les matériaux de construction. Dans de nombreuses structures enfouies, les briques utilisées dans la partie inférieure cachée diffèrent sensiblement de celles que l'on voit au-dessus. Souvent, dans les niveaux souterrains, on utilise de la brique massive ou de la pierre, dont les dimensions dépassent les standards du 19e siècle. Au-dessus du sol, on voit une maçonnerie de briques plus récente et plus petite, tandis qu'en dessous,
une technologie complètement différente se révèle soudainement. Cela donne l'impression que les parties inférieures ont été construites à une époque antérieure, peut-être même par une autre civilisation avec des normes de construction différentes. Ces briques plus grandes pourraient-elles être la preuve que le sous-sol est en réalité un ancien rez-de-chaussée sur les ruines duquel nous vivons? Cette question provoque un malaise visible chez les historiens officiels. Lorsque nous essayons d'appréhender l'ampleur de ce que nous voyons, la première chose à laquelle nous nous heurtons est la certitude inébranlable de l'historiographie officielle quant à l'existence de la soi-disant couche culturelle. On nous dit « il n'y a aucun mystère ici, c'est simplement la vie de la ville ». On nous demande de croire qu'en seulement 100 ou 150 ans, alors que les gens marchaient dans les rues, roulaient en calèche, puis dans les premières voitures, des mètres de terre se sont accumulés naturellement sous leurs pieds. Mais arrêtons-nous et réfléchissons à la mécanique de ce processus. Pour que le rez-de-chaussée d'un bâtiment se transforme en sous-sol, le niveau du sol doit monter d'au moins 2 ou 3 mètres. Si l'on en croit les manuels, cette couche se forme à partir de dépôts de poussière, de boue, de restes de gravats de construction et de déchets. Mais les villes modernes et les villes du 19e siècle ne sont pas des colonies abandonnées dans la jungle que la nature engloutit. Ce sont des centres de civilisation où travaillaient des balayeurs, où les ordures étaient enlevées, où les routes étaient pavées. Imaginez la situation. Pour accumuler 3 mètres de terre en un siècle, le niveau de la rue devrait monter de 3 cm chaque année. Cela semble peu, mais en 10 ans, cela fait déjà 30 cm, la hauteur d'une marche. Les habitants, les propriétaires de magasins et les fonctionnaires municipaux ont-ils simplement regardé la boue envahir leur seuil et, au lieu de nettoyer la rue, ont-ils simplement tassé la terre et continué à vivre, transformant progressivement leur salon en donjon? Cela contredit la logique même de la vie urbaine et la psychologie humaine. Encore plus indéfendable est la théorie selon laquelle les bâtiments se seraient affaissés sous leur propre poids. Tout ingénieur en bâtiment confirmera, si une structure en pierre de plusieurs tonnes commence à s'enfoncer dans le sol de plusieurs mètres, ce processus n'est jamais uniforme. Le sol n'est pas homogène, le bâtiment gîterait inévitablement, les murs se couvriraient de fissures monstrueuses, les fondations éclateraient et la structure serait déclarée insalubre. Or, nous observons une image complètement différente. Les maisons se tiennent parfaitement droites, la maçonnerie est intacte, la géométrie des fenêtres et des portes est préservée sans défaut. Elles sont comme des bouchons que l'on aurait doucement enfoncés dans une masse molle, ou, ce qui est plus probable, la masse elle-même est montée autour d'elle, épousant les murs sans les détruire. Une attention particulière doit être accordée aux soi-disant fenêtres de sous-sol. Les historiens nous assurent que ces ouvertures ont été initialement conçues comme des puits de lumière pour les étages de soubassement. Mais regardez leur architecture. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas des trous rectangulaires utilitaires, mais de luxueuses voûtes en arc, ornées de moulures complexes, de clés de voûte et d'encadrements décoratifs. Pourquoi un architecte dépenserait-il des sommes et des efforts colossaux pour un décor qui se trouverait au niveau d'un pavé sale où il serait éclaboussé par les calèches qui passent? La logique suggère que ces fenêtres ont été créées pour que l'on regarde la rue à hauteur d'homme, pour qu'elle laisse entrer un maximum de lumière solaire dans des salles de réception habitables, et non dans les caves à charbon. De plus, lors de fouilles et de reconstructions, on découvre souvent non seulement des fenêtres, mais de véritables portes menant nulle part. Des portes aveugles, murées de briques, devant lesquelles se trouve un mur solide de terre. Sur de vieilles photographies, prises avant l'apparition de l'asphalte, on peut parfois distinguer comment ce que nous appelons aujourd'hui sous-sol avait une entrée normale depuis la rue. Mais ensuite, quelque chose a changé. La rue a enflé, recouvrant le niveau inférieur. Et au lieu de déterrer leur maison, les gens ont été contraints de percer de nouvelles entrées au niveau du 2e étage, transformant l'ancien 2e étage en rez-de-chaussée. C'était une adaptation forcée à un changement catastrophique du paysage, dont il n'est, pour une raison obscure, pas d'usage de parler dans les manuels d'histoire. Nous sommes face à un fait. La version de l'accumulation naturelle de la couche culturelle s'effondre lorsqu'elle se heurte à la réalité. Ce ne sont pas des ordures ni une mode architecturale,
Ce sont les traces d'un processus global qui a littéralement changé le niveau de la surface dans nos villes. Et si la terre et l'argile ont pu être apportées de l'extérieur, les murs eux-mêmes gardent des secrets encore plus étonnants. Si l'on regarde attentivement la maçonnerie aux endroits où le crépi est tombé, ou là où des réparations ont été effectuées, on peut remarquer une étrange incohérence qui ouvre un nouveau chapitre dans cette enquête. Le matériau dont sont faits ces étages enfouis diffère souvent radicalement de ce que nous voyons au-dessus, suggérant que la partie inférieure du bâtiment appartient à une époque complètement différente et peut-être à des bâtisseurs tout autres. Pour démêler ce casse-tête, nous devons quitter le domaine des raisonnements théoriques et nous tourner vers des faits têtus que l'on peut toucher du doigt. Transportons-nous en Sibérie, dans la ville d'Omsk. C'est un endroit loin des ruines antiques de Rome ou de la Grèce, et il est difficile d'attribuer les bizarreries ici à une histoire millénaire de stratification. Pourtant, c'est précisément ici, dans la rue Lénine, lors d'une reconstruction massive du centre historique, que les constructeurs et les archéologues ont été confrontés à un phénomène inexplicable. Il s'agit d'un bâtiment connu sous le nom de Maison de la Marchande de Tchernova, construit au milieu du XIXe siècle. Pendant des décennies, on a cru que ce manoir n'avait qu'un sous-sol ordinaire et sans intérêt. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à creuser autour des fondations pour effectuer des travaux d'étanchéité, une surprise les attendait, impossible à expliquer par les normes de construction standard. À une profondeur de 3 mètres sous le niveau actuel du trottoir, ils n'ont pas découvert une dalle de béton aveugle, ni des blocs de fondation grossiers, mais de véritables ouvertures de fenêtres et même des portes. Tout cet étage était densément comblé par une argile compacte et homogène. Il est important de comprendre le contexte. Ce n'étaient pas d'étroits passages techniques, c'étaient de larges entrées, architecturalement conçues, qui menaient autrefois vers un espace ouvert. De vieilles photos d'archives de cette période confirment que ces fenêtres se trouvaient au niveau du sol et assuraient un éclairage normal. Aujourd'hui, elles sont plongées dans l'obscurité totale, murées derrière un mur de terre et de briques. La construction de ces donjons est parfaitement conservée. Il n'y a ni fissures ni déformations qui seraient inévitablement apparues lors d'un affaissement du bâtiment. On a l'impression effrayante que la terre autour s'est simplement élevée de plusieurs mètres, engloutissant le rez-de-chaussée, et que les habitants, n'ayant pas la possibilité de déterrer le bâtiment, se sont simplement résignés à la perte et ont commencé à utiliser le deuxième étage comme principal. Le bâtiment voisin, le musée régional des beaux-arts d'Omsk, nommé Vroubel, a réservé une autre surprise. Lors de la reconstruction, une galerie souterraine entourant le bâtiment a été mise au jour. Les chercheurs ont découvert que des prismes de verre spéciaux, connus sous le nom de prismes Luxfer, avaient été autrefois encastrés dans le trottoir. Cette technologie de la fin du XIXe siècle était utilisée pour réfracter la lumière du jour et la diriger vers les pièces du soubassement. La présence de ces prismes prouve que les pièces du bas étaient prévues pour être habitables et lumineuses. Mais le niveau du sol est tellement monté que ces fenêtres de lumière se sont retrouvées profondément sous terre, ou ont été recouvertes d'asphalte car devenues inutiles. La ville s'est littéralement recouverte d'une nouvelle couche de surface, et personne n'a documenté ce processus comme une catastrophe. Mais si vous pensez qu'il s'agit d'une anomalie locale sibérienne, déplaçons-nous au cœur même de la Russie. Moscou, le musée polytechnique, situé à quelques minutes à pied du Kremlin. Cet édifice monumental de la fin du XIXe siècle a récemment subi une restauration d'envergure qui a révélé des faits laissant les ingénieurs perplexes. Lorsque les constructeurs ont commencé à renforcer les fondations, ils s'attendaient à voir une base s'enfonçant dans le sol sur les 4 ou 5 mètres standards. C'est amplement suffisant pour soutenir un bâtiment aussi massif. Au lieu de cela, les sondages allaient de plus en plus profonds. Finalement, il s'est avéré que les murs en briques du musée continuent à une profondeur incroyable, jusqu'à 18 mètres sous terre. 18 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble moderne de 6 étages, entièrement caché sous la surface terrestre. Et le plus étonnant est que ces niveaux souterrains n'étaient pas des fondations grossières. C'étaient des murs soignés, lisses, avec une maçonnerie de haute qualité, n'ayant rien à envier à la façade du dessus. La version officielle dit qu'un tel enfouissement était nécessaire pour protéger contre le gel du sol et créer des entrepôts en sous-sol.
Mais cette explication ne résiste à aucune critique. La profondeur de gel dans la région de Moscou est au maximum d'1,5 m à 2 mètres. Construire des fondations de 18 mètres de profondeur pour se protéger de 2 mètres de gel est une folie économique et technique, surtout avec les technologies du 19e siècle. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'ériger 6 étages souterrains avec une maçonnerie parfaite pour ensuite les ensevelir sous la terre ? Aucun architecte ne donnera de réponse rationnelle à cette question s'il reste dans le cadre de l'histoire officielle. Il se crée une impression tenace que le musée Polytechnique repose soit sur les restes de quelque chose de beaucoup plus ancien et massif, soit qu'il faisait initialement partie d'un complexe gigantesque qui, pour une raison inconnue, s'est retrouvé sous terre. Et ici, nous abordons un autre détail, à peine perceptible, mais d'une importance critique, que l'on peut découvrir en examinant attentivement de tels bâtiments. Ce sont les briques. Les chercheurs remarquent souvent une étrange stratification de la maçonnerie. Dans la partie supérieure, hors sol des bâtiments, on utilise de la brique standard, caractéristique de la seconde moitié du 19e siècle, avec les estampilles d'usine habituelles. Mais dès que l'on descend plus bas, dans ces fameux sous-sols déterrés, le caractère de la maçonnerie change. On y découvre des briques ou des blocs de pierre blanche de dimensions totalement différentes. Ils sont plus grands, plus lourds et traités selon une autre technologie. Cette transition brutale suggère que la partie supérieure du bâtiment n'était qu'une superstructure érigée sur les ruines d'un ouvrage plus ancien. C'est comme si de nouveaux colons étaient arrivés sur le lieu d'une catastrophe, avaient vu les murs de bâtiments gigantesques sortir de terre et, n'ayant pas la possibilité de les déterrer complètement, avaient simplement construit leurs étages par-dessus en utilisant des matériaux plus simples et disponibles. La partie inférieure, faite de briques cyclopéennes, appartient à une époque dont nous ne savons pratiquement rien, tandis que la partie supérieure est notre histoire connue. Les sceptiques pourraient objecter. Eh bien, c'est la Russie. Il y a des sols marécageux, des terrains difficiles. La couche culturelle s'accumule plus vite. Il y a une part de vérité là-dedans. Les sols jouent effectivement un rôle. Mais comment expliquer alors exactement la même image dans des villes où les conditions géographiques sont radicalement différentes et où la transformation en marécage est impossible par principe ? Cette énigme nous mène plus loin, dans des régions où la nature elle-même aurait dû protéger les villes de l'ensevelissement. L'argument selon lequel les bâtiments s'enfoncent dans le sol à cause de terrains meubles ou des particularités d'une zone marécageuse semble tout à fait logique, tant que nous l'examinons dans le vide, ou que nous nous limitons à un endroit précis. Les sceptiques pointent souvent Saint-Pétersbourg, affirmant que cette ville, érigée sur les marais instables du delta de la Neva, est simplement condamnée à un lent enfoncement. Et en effet, la capitale du Nord repose sur l'eau, et la lutte contre les éléments y est menée depuis des siècles. Cependant, si nous appliquons la méthode de l'analyse comparative et confrontons les données géographiques, cette théorie commence à s'effondrer sous nos yeux. Nous devons examiner 2 exemples diamétralement opposés pour voir l'ampleur mondiale du problème, qui exclut le facteur des inondations locales ou des sols faibles. Commençons par Saint-Pétersbourg. L'histoire officielle dit que Pierre Ier a fondé la ville en 1703, pratiquement sur un terrain vierge, asséchant héroïquement les marais et érigeant des géants de pierre. Cependant, une promenade le long des quais de la Neva ou des canaux révèle une image étonnante. De magnifiques palais et bâtiments administratifs des 18e et 19e siècles ont des étages de soubassement qui ne ressemblent pas à des sous-sols conçus comme tels, mais à de véritables rez-de-chaussée passés sous terre. Des portes transformées en fenêtres, des arches coupées de moitié par le niveau du trottoir. C'est un phénomène omniprésent. Il existe une hypothèse alternative, presque fantastique, qui explique néanmoins de nombreuses incohérences architecturales. Pierre Ier n'a pas construit la ville à partir de zéro, mais a déterré et restauré une métropole antique détruite qui existait déjà à cet endroit, mais avait été ensevelie à la suite d'un cataclysme. Cette version explique pourquoi les énormes quais en granit et les colonnes titanesques de la cathédrale Saint-Isaac semblent technologiquement impossibles pour le début du XVIIIe siècle, et pourquoi les sous-sols ont les mêmes finitions luxueuses que les salles d'apparat. Mais même si l'on rejette les légendes sur les fouilles,
la physique de l'affaissement dans les marais n'explique pas l'uniformité de l'immersion. Les bâtiments qui coulent dans un marais penchent. Ils ne descendent pas en conservant une horizontalité parfaite. Mais si le cas de Saint-Pétersbourg peut encore être mis sur le compte de la spécificité des sols aqueux, l'exemple d'Erevan détruit complètement cet argument. La capitale de l'Arménie est l'opposé absolu de Saint-Pétersbourg. C'est une ville ancienne située dans une zone montagneuse sur un plateau rocheux entouré de chaînes de montagnes. Erevan se trouve bien au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a pas ici de grands fleuves capables de déborder et de couvrir la ville de mètres de vase, et encore moins de marécages mouvants. Le sol est dur, rocheux, et creuser des sous-sols profonds dans la roche est une tâche laborieuse et coûteuse. Et pourtant, en vous promenant dans les vieux quartiers d'Erevan, construits à la fin du 19e et au début du 20e siècle, vous verrez exactement la même image mystérieuse que sur les rives de la Neva. Des rez-de-chaussée entiers de bâtiments se trouvent sous le niveau de la rue. Les fenêtres de sous-sol sont à moitié recouvertes par l'asphalte, et à certains endroits, même une partie du deuxième étage s'enfonce sous terre, créant l'illusion que la rue le long de la façade s'est élevée de 2 ou 3 mètres. Les habitants utilisent ces pièces comme entrepôts ou magasins, descendant par des escaliers raides. Mais il suffit de commencer des réparations et d'enlever la couche de terre contre le mur pour découvrir de véritables portes d'entrée et des fenêtres de taille normale de ce qui était autrefois le rez-de-chaussée. Comment un quartier entier dans une ville de haute montagne a-t-il pu se retrouver enseveli en seulement un siècle? Impossible d'invoquer une inondation ici, l'eau dévalerait simplement les pentes. Impossible de parler d'affaissement dans un marais, sous les pieds, c'est de la roche. À Erevan, il n'y a aucune trace historique d'une coulée de boue catastrophique ou d'un glissement de terrain qui aurait recouvert la ville de tonnes de boue à cette période, tout en gardant les bâtiments intacts. La ville n'a pas été ensablée par le désert, et pourtant la voici, une autre ville où il faut descendre sous terre pour accéder là où se trouvait autrefois l'entrée principale. Cette comparaison révèle une tendance effrayante. Peu importe où se trouve la ville, dans une plaine au bord de la mer ou haut dans les montagnes, sur de l'argile molle ou sur de la roche dure, le résultat est le même. Le niveau du sol autour des bâtiments construits avant une certaine période s'est inexplicablement élevé. Cela indique que la cause n'est pas la géologie locale ni de mauvais bâtisseurs. C'est la conséquence d'un certain processus global qui a touché d'immenses territoires. Si l'accumulation naturelle de poussière et de sédiments nécessite des siècles, qu'est-ce qui a changé le niveau de la surface si rapidement et partout en différents points de la planète? Pour nous rapprocher de la solution, nous devons trouver un endroit où nous connaissons exactement la cause de la disparition des rues et voir à quoi ressemble ce processus lorsqu'il est documenté. Et de tels endroits existent. Pour comprendre comment il est possible que des quartiers entiers disparaissent sous terre, nous n'avons pas nécessairement besoin de recourir immédiatement à des théories fantastiques. L'histoire connaît des exemples où les mécanismes de ce processus étaient absolument transparents et documentés, bien qu'ils n'en deviennent pas moins étonnants. Parfois, nous savons exactement comment les rues ont été ensevelies, et ces exemples servent de modèle idéal pour reconstruire les événements là où les sources écrites n'ont pas survécu. L'un des exemples les plus frappants de la façon dont le passé se conserve sous nos pieds se trouve à Naples, en Italie. Sous l'église gothique San Lorenzo Maggiore se cache un secret à couper le souffle. Si vous descendez sous le niveau de la crypte de l'église, vous pouvez accéder à une véritable ville cachée. Les archéologues y ont déterré non pas simplement des fondations, mais un marché antique entier de l'époque de l'Empire romain. C'est une capsule temporelle complète. Des rues pavées de pierre où l'on voit encore les ornières des chariots, des échoppes, des boulangeries avec des fours et des entrepôts. Tout cela ressemble à une ville miniature, cachée juste sous une métropole moderne animée. Il est important de noter la chronologie. L'église a été érigée vers 1265. À ce moment-là, le niveau romain était déjà profondément sous terre. Que s'est-il passé? Les historiens pensent qu'au fil des siècles, des coulées de boue, les conséquences de tremblements de terre et les ordures urbaines banales ont progressivement comblé les rues antiques. Couche après couche, le sol est monté jusqu'à ce que le marché romain disparaisse complètement.
Les bâtisseurs médiévaux n'ont rien déterré. Ils ont simplement nivelé le terrain par-dessus les ruines et ont commencé leur construction. Cet exemple démontre le processus naturel, étalé dans le temps, de l'ensevelissement d'une ville, où les événements catastrophiques se mélangent à l'accumulation progressive de roches sédimentaires. Cependant, il existe un autre scénario, instantané, artificiel et planifié. Transportons-nous aux États-Unis, dans la ville de Seattle. Si vous partez aujourd'hui en excursion dans le centre de cette ville, vous pouvez descendre dans le célèbre souterrain de Seattle, Seattle Underground. Vous marcherez sur des trottoirs, passerez devant des vitrines de magasins, des entrées de banques et d'hôtels qui semblent avoir été quittées par les gens à l'instant. Mais tout cela se trouve profondément sous les rues modernes. Ce ne sont pas des ruines antiques, ce sont des constructions de la fin du 19e siècle, de la même époque que les maisons mystérieuses d'Omsk ou d'Erevan. L'histoire de l'apparition de ce monde souterrain est connue dans les moindres détails. En 1889, un incendie dévastateur a détruit la majeure partie du centre en bois de Seattle. La ville était située sur une plaine basse et marécageuse près de la baie, et elle était constamment tourmentée par les inondations, et les égouts lors des marées hautes commençaient à fonctionner à l'envers. Les autorités municipales ont pris une décision radicale et sans précédent. Non seulement reconstruire la ville, mais rehausser son niveau. D'énormes murs de soutènement ont été construits le long des routes et l'espace entre eux a été comblé avec de la terre, élevant le niveau des rues à certains endroits de plus de 5 mètres. Le plus intéressant s'est produit au cours de ce rehaussement. Les propriétaires de bâtiments en pierre, qui avaient survécu ou avaient été rapidement restaurés après l'incendie, ont continué à utiliser leurs anciennes entrées. Imaginez une image surréaliste. Des gens marchent sur une nouvelle route surélevée et sur les côtés béants des fossés, au fond desquels bouillonne la vie de la vieille ville. Pour accéder à un magasin, il fallait descendre par une échelle depuis le nouveau trottoir. Avec le temps, ces vides ont été recouverts d'arches, créant de nouveaux trottoirs, et les rez-de-chaussée se sont définitivement transformés en sous-sol. C'est alors que les fameux prismes de verre violet, exactement les mêmes que se trouvaient à Omsk, ont été encastrés dans les trottoirs pour laisser pénétrer au moins un peu de lumière solaire dans ce monde inférieur artificiel. L'exemple de Seattle prouve une vérité effrayante. En une seule génération, un étage entier d'une ville peut disparaître de la surface de la Terre. Les gens vivant au-dessus ont très vite oublié ce qui se trouvait sous leurs pieds. Les souterrains sont devenus des entrepôts, des repères, puis ont été complètement abandonnés et effacés de la mémoire collective, jusqu'à ce qu'on commence à les restaurer comme attraction touristique. Cela démontre à quel point la mémoire humaine est courte, et avec quelle facilité le paysage change lorsqu'il y a la volonté et les ressources. Dans le cas de Seattle, nous n'avons aucun mystère. C'était une opération d'ingénierie à grande échelle, dont chaque étape est consignée dans les rapports municipaux, les journaux et les photographies. Nous connaissons les noms des ingénieurs, le coût des travaux et les dates exactes. Mais c'est précisément cette clarté qui rend les autres cas encore plus mystérieux. Si à Seattle ce sont des gens avec des plans et des pelles qui l'ont fait, alors qui et pourquoi a fait la même chose dans des dizaines d'autres villes à travers le monde ? Qui a enterré les rez-de-chaussée à Saint-Pétersbourg, Prague ou San Francisco s'il n'y a pas un mot dans les archives de ces villes sur de tels projets grandioses de rehaussement des rues ? Et si ce n'était pas un plan d'ingénieur, quelle force a pu créer une telle chose sans laisser derrière elle ni plan, ni devis, ni témoignage, à part des témoins muets sous forme de navires ensevelis et de fenêtres regardant dans le noir. Lorsque nous voyons qu'aucune des théories officielles, ni la couche culturelle, ni l'affaissement du sol, ni la construction ciblée, ne peut donner de réponse exhaustive à l'énigme des étages universellement enfouis, nous devons chercher une explication alternative. Et cette explication pourrait s'avérer beaucoup plus vaste et effrayante que nous ne pouvons l'imaginer. Pour nous en approcher, examinons un autre cas frappant qui nous emmène en Californie, dans la ville de San Francisco. Pendant la ruée vers l'or des années 1850, le port de San Francisco était littéralement encombré de centaines de voiliers. Des chercheurs d'or du monde entier y arrivaient à la poursuite d'un rêve. Cependant, jusqu'à ce jour, lorsque dans le quartier financier de la ville, des équipes de construction commencent à creuser des fosses pour les fondations de nouveaux gratte-ciel,
elle tombe régulièrement sur les restes de ces navires. Des membrures, des quilles, des fragments entiers de coques gisent profondément sous l'asphalte, à des centaines de mètres de la ligne côtière moderne. La version officielle dit que des citoyens entreprenants ont intentionnellement coulé de vieux navires, les utilisant comme base pour l'expansion du territoire de la ville. Prétendument, la baie a été comblée avec de la terre, créant de nouvelles parcelles pour la construction. Mais à y regarder de plus près, cette histoire soulève une foule de questions. Un navire au XIXe siècle est une immense fortune, un actif précieux. Pourquoi couler massivement des centaines de navires en état de marche, qui pourraient être vendus ou utilisés pour le commerce? De plus, certains des navires trouvés ont été découverts avec leur cargaison complète à bord, avec des effets personnels des marins et même avec des canons dans les cales. Cela ressemble plus au fait que les équipages ont quitté leur navire dans une précipitation extrême ou n'ont pas eu le temps de le faire du tout, pris au dépourvu par une catastrophe. Une hypothèse alternative suggère que ces navires n'ont pas été coulés. Ils auraient pu être jetés sur la terre ferme par une vague géante, un tsunami, ou se sont retrouvés échoués après un retrait soudain et brutal de la mer. Et ensuite, lorsque les premiers bâtisseurs de la ville ont commencé à aménager le territoire, ils n'ont pas enlevé ces énormes coques, mais les ont simplement recouvertes de terre et ont construit leurs maisons par-dessus. Cette version, bien que controversée, nous amène à penser qu'au milieu du XIXe siècle, juste à la période où des villes ensevelies ont commencé à apparaître partout dans le monde, une certaine catastrophe naturelle à grande échelle a pu se produire sur la planète. Si l'on rassemble tous les indices indirects que l'histoire officielle préfère ignorer, une image commence à se dessiner. Le début du XIXe siècle a été une période anormale. En 1811 à 1812, une série de tremblements de terre puissants s'est produite dans la région de New Madrid, qui était si fort que, selon les témoignages oculaires, ils ont forcé le fleuve Mississippi à couler à l'envers pendant un temps. En 1816 est arrivée la fameuse année sans été. Un refroidissement anormal a été observé dans tout l'hémisphère nord, le ciel était couvert d'une étrange brume de couleur écarlate, les mauvaises récoltes et la famine ont suivi. La science officielle lie cela à l'éruption du volcan Tambora en Indonésie. Mais une seule éruption pouvait-elle causer des conséquences aussi globales et durables? À la même période, dans différents coins du monde, des gens ont signalé d'étranges pluies de boue. Des témoignages du début du XXe siècle ont été conservés, décrivant comment une poussière rouge-rouille tombait du ciel, recouvrant la terre d'une fine couche de vase humide. Et maintenant, imaginons qu'à un moment donné de cette période historique tumultueuse, il ne s'est pas simplement produit une éruption locale ou un tremblement de terre, mais un certain phénomène global qui a rejeté dans l'atmosphère une quantité gigantesque de poussière, de cendres et d'argile. Et si ce matériau ne s'était pas simplement déposé en fines couches, mais était tombé en volume énorme, ensevelissant littéralement les villes du monde entier. Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie du déluge de boue, mud flood, pourrait expliquer de nombreuses étrangetés. Contrairement à une inondation d'eau rapide qui emporte et détruit les bâtiments, le dépôt doux et progressif de poussière, de vase ou d'argile depuis le ciel pourrait délicatement envelopper les étages inférieurs sans détruire les structures. Cela expliquerait pourquoi les bâtiments se tiennent droits, sans fissures. Cela expliquerait pourquoi l'argile qui remplit les sous-sols a souvent une structure homogène, différente des dépôts fluviaux. Les gens qui ont survécu à une telle catastrophe auraient été confrontés à une nouvelle réalité. Leurs premiers étages sont ensevelis, mais les maisons sont globalement intactes. La solution la plus logique aurait été de ne pas essayer de déterrer des tonnes de boue visqueuse, mais simplement de s'adapter. Percer de nouvelles entrées au niveau du deuxième étage et continuer à vivre, laissant le monde enfoui en bas. Cette idée stupéfiante n'est bien sûr pas acceptée par la science officielle, mais elle donne une explication unifiée pour tous les faits épars. Pour les bâtiments ensevelis à Omsk et Erevan, pour les navires sous San Francisco, pour le climat anormal du XIXe siècle. Si une telle catastrophe s'est réellement produite, elle était mondiale. Mais alors surgit la question la plus importante et la plus inquiétante. Si cela s'est produit si récemment, il y a à peine 200 ans, pourquoi n'y a-t-il pas un mot à ce sujet dans nos manuels?
Où a disparu la mémoire d'un événement qui a littéralement changé le visage de la planète? Peut-être vivons-nous sur les ruines d'une civilisation dont il nous est simplement interdit d'avoir connaissance. L'énigme des bâtiments enfouis, dispersés sur tous les continents, nous oblige à admettre une possibilité effrayante, mais en même temps fascinante. Notre histoire, celle que nous avons apprise à l'école et acceptée comme vérité, a peut-être sauté un chapitre entier. Et ce n'était pas seulement un chapitre, mais probablement un tome entier décrivant une civilisation qui existait littéralement hier selon les normes historiques. Lorsque nous rassemblons tous les faits, la maçonnerie étrange des fondations, la non-conformité des technologies de construction avec les capacités du 19e siècle, le caractère global de l'ensevelissement des villes, une image commence à se dessiner d'un monde ayant survécu à une réinitialisation. Il existe une théorie audacieuse qui trouve de plus en plus de partisans parmi les chercheurs indépendants. Elle dit que beaucoup de ces bâtiments anciens impressionnants avec de hauts plafonds, des ouvertures de portes géantes et un décor en pierre exquis n'ont pas été construits par nous. Ils ont été érigés par une société mondiale développée qui, dans les concepts historiques alternatifs, est parfois appelée Grande Tartarie ou civilisation antique unifiée. Selon cette version, nous ne sommes pas les bâtisseurs de ces villes majestueuses, mais leurs héritiers ou, pour le dire plus crûment, des locataires qui ont emménagé dans des maisons vides. Imaginez un scénario. Au XVIIIe ou XIXe siècle, un cataclysme mondial se produit. Cela aurait pu être ce fameux flux de boue, une série de tremblements de terre ou un autre impact dont nous ne comprenons pas encore la nature. Cette catastrophe détruit une partie importante de la population et change le paysage de la planète, recouvrant les villes d'une couche de terre et d'argile. Les survivants, ou peut-être une nouvelle vague de colons, arrivent dans ces villes. Ils trouvent des bâtiments à moitié ensevelis, mais ils n'ont ni la technique ni les ressources pour les déterrer complètement. Ils n'ont pas les connaissances pour restaurer les anciennes technologies. Que font-ils? Ils nivellent simplement la terre, pavent de nouvelles routes par-dessus les anciens rez-de-chaussée et commencent à vivre en utilisant la partie des constructions qui leur est accessible. C'est exactement pour cela que nous voyons un contraste aussi frappant. En bas, une maçonnerie mégalithique et du granit impossible à travailler au burin, et en haut, une superstructure en briques primitives et des planchers en bois. Nous avons simplement construit notre monde par-dessus les ruines du précédent. Nous nous sommes réveillés au XIXe siècle dans des décors tout prêts, mais sans scénario et sans mémoire de qui a créé ces décors. Pour expliquer ce vide, une nouvelle histoire a été écrite. Les ouvrages technologiquement complexes du passé ont été attribués à des gens avec des chevaux et des charrettes, et le fait de la catastrophe a été effacé des chroniques ou masqué sous des incendies et des inondations locaux. Cela explique pourquoi il n'y a pas de réponse claire dans les archives officielles à la question de savoir pourquoi les fenêtres de l'Ermitage ou du musée Polytechnique s'enfoncent sous terre. Admettre cela, c'est admettre que nous ne savons rien de notre passé. Cette pensée change la perception même de la réalité. Lorsque vous marchez sur le trottoir dans le centre d'une vieille ville, vous ne marchez peut-être pas sur la terre, mais sur le toit d'un autre monde, plus ancien. Sous vos semelles peuvent se trouver des pièces scellées, des magasins, des rues entières où le temps s'est arrêté. Nous marchons sur les têtes d'une époque oubliée, nous considérant comme le sommet de l'évolution, alors qu'en réalité, nous pourrions être une civilisation vivant sur les ruines de géants. Notre monde moderne n'est qu'une fine couche de peinture sur une toile ancienne. Maintenant que vous savez où regarder, la ville cessera d'être pour vous simplement un ensemble de bâtiments. La prochaine fois, en vous promenant dans un quartier historique et en remarquant une porte à moitié cachée ou une fenêtre butant contre l'asphalte, arrêtez-vous un instant. Ne passez pas votre chemin. Posez-vous la question. La terre est-elle montée naturellement ou toute cette maison s'est-elle enfoncée? Ou peut-être que quelqu'un nous a intentionnellement caché la véritable ampleur de notre histoire. La terre ne révèle pas ses secrets facilement, mais les preuves se trouvent juste sous nos yeux. Il suffit de rejeter les modèles habituels. Restez attentifs, curieux, et n'ayez pas peur de remettre en question ce qui est écrit. Parfois, le vrai passé ne se cache pas dans les bibliothèques, mais juste sous nos pieds, attendant que nous le remarquions. Si vous aussi vous sentez que quelque chose nous est caché,
et que vous voulez connaître plus de faits qui ne figurent pas dans les manuels, abonnez-vous absolument à notre chaîne. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo, cela aide à répandre la vérité. À bientôt dans une nouvelle enquête.